Il va y avoir une pina colada sur le menu. Ça a l'air kitsch comme ça, la pina colada. Moi j'adore ça, les cocktails tropicaux, des jus de fruits, de la crème de coco ou du lait de coco, dépendamment. Puis dans ce cocktail-là, puis moi le rhum qui m'occupe pas mal tout le temps, c'est le rhum St. James. J'en avais déjà un en arrière, qui est juste ici. Il y en a un troisième qui est disponible à la SAQ, le blanc. C'est écrit rhum sur la bouteille, là, mais c'est une sorte de rhum à part entière. Dans le monde du rhum, il n'y a pas beaucoup de lois qui disent comment tu as le droit d'utiliser ta canne à sucre, etc. Les seules lois qui existent, en fait, c'est à la Martinique. C'est une AOC, une appellation d'origine contrôlée, comme le cognac, comme le champagne. Tu es obligé de faire ton rhum de telle manière. La grosse différence entre le rhum de la Martinique et le rhum agricole, c'est que la matière première, c'est de la matière fraîche, c'est la canne à sucre fraîche qui est utilisée. Tous les autres rhums, ce ne sont pas agricoles. Il y a peut-être un ou deux autres derrière qu'on pourrait prendre en exemple. Sailor Jerry. Sailor Jerry, par exemple, c'est un exemple. C'est des résidus de canne qui sont utilisés pour ça, pour du Appleton, si vous voulez. C'est de la mélasse. Il n'y a plus de matière première fraîche. C'est comme utiliser des herbes fraîches déshydratées, réduites en poudre, qui ont été traitées chimiquement, versus tu utilises l'herbe fraîche qui sort de ton jardin, qui est encore humide. La saveur ressemble, mais le goût et tout ce qui va être à l'intérieur du produit est vraiment différent. Mais le rhum agricole, lui, il est fait à partir de la canne à sucre fraîche. Fait que le jus de canne à sucre, tout de suite après que la canne à sucre elle soit pressée, il est utilisé, il est fermenté, puis tout de suite ça va être mis en distillation après. Ça en donne un produit qui est vraiment naturel, qui est contrôlé, qui a des lois dessus, avec palette de saveurs. C'est un rhum qui est plus... Allô? Un rhum qui est plus sec en bouche, un petit peu. Puis qui a un profil de saveur qui n'est pas sucré comme ça, du Brugal, du Appleton, là. Qui a plutôt être floral, avec des notes d'herbe, des notes de plantes, de zeste d'agrumes, etc. C'est un rhum qui est très prestigieux. Le rhum agricole de la Martinique est prestigieux. Il faut quand même savoir que les rhums les plus chers du monde proviennent de la Martinique. C'est une appellation qui est donc contrôlée. Donc, pour que tu aies accès et puis que tu fasses du rhum qui rentre dans cette appellation-là, il faut que tu rentres dans un cahier des charges. Il faut que tu coupes ta canne à sucre, que 12 heures après, ça soit tout de suite mis en fermentation, etc. C'est très contrôlé. Ici, c'est petit le rhum agricole parce qu'il y a peu de compagnies qui ont réussi à rentrer parce que Santé Canada ne les aime pas trop. Ils disent que c'est un peu trop naturel pour nous, on ne sait pas trop c'est quoi qu'il y a dedans. C'est comme si tu faisais des cretons dans ta cuisine, tu décides de le vendre dans tous les IGA de la province. Ils vont me dire, mais là, t'as pas mis d'agent de conservation dedans, tes cretons, au bout de 3 jours, ils virent violet. Je ne veux pas mettre ça dans mon magasin. La Santé Canada, la SAQ, toutes les provinces canadiennes, en fait, ne sont pas très friands du rhum agricole parce qu'ils se disent, non, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas là-dedans, c'est une molécule qui leur plaît pas. Moi, je pense que c'est un lobby, mais c'est un autre sujet. C'est un rhum qui a un profil de goût qui est plus sec. Celui-là n'est pas un rhum agricole, lui, c'est un assemblage justement de rhum de mélasse. Puis de rhum agricole, fait que là-dedans, il y a du rhum de la Jamaïque, il y a du rhum de Trinidad et Tobago, de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique. Ils vont acheter du rhum, ils le ramènent à la Martinique, ils le mélangent, ils le refont vieillir. Fait que ça, si les gens ils tripent pas trop sur un rhum agricole et que le profil de goût leur plaît moins, celui-là est plus passe-partout. C'est nouveau, ça, St. James l'a distribué il y a quelques années, mais c'est pas le profil de goût St. James qui nous a reconnus et qui nous a fait connaître. Donc on va faire une pina colada avec ça tantôt. Vite savoir quand même un rhum agricole qui vient des Antilles françaises, qui est proche de la Martinique et tout française, avec un nom anglophone. Si on vous demande quand même, capable de répondre à cette question-là, c'est intéressant. Mais c'est que les premiers acheteurs et les premières exportations du rhum St. James ont été faites en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. Puis le nom du rhum à cette époque-là, c'était Trouvaillant. Puis Trouvaillant prononcé par un Américain de la Nouvelle-Orléans. Trouvaillant. Ça n'est pas trop bien. Fait qu'ils se sont dit, on va prendre l'autre lieu qui est à côté de Trouvaillant, la Martinique. Le rhum était produit sur 2 lieux dits. On va prendre celui d'à côté qui s'appelle Saint-Jacques. Puis on va appeler Saint-Jacques, St. James. Les acheteurs anglophones ont préféré avoir un rhum qui s'appelle St. James que Trouvaillant. Puis au même moment qu'ils ont déposé le nom de la marque, ils ont aussi déposé la bouteille carrée. On connaît la bouteille Jack Daniels, Jim Beam, etc. qui sont carrées. Johnny Walker aussi là. Et ils ont tous copié ça sur St. James, la première marque déposée avec une bouteille carrée là. Tu mets ça dans une caisse de lait, là. Si tes bouteilles sont rondes, elles prennent plus de place, elles s'entrechoquent, elles se cassent. Avec ça, les bouteilles ne roulaient plus dans les bateaux, elles étaient collées les unes aux autres. C'est une histoire vraiment de distribution. Vite, c'est ça l'histoire de la marque quand même, c'est les détails qui sont intéressants. Et c'est aussi les inventeurs des premiers rhums millésimés. C'est vraiment une compagnie qui est très importante, c'est le rhum numéro 1 dans le monde, rhum agricole.
rhum pur jus de canne, rhum de matière fraîche de la canne à sucre, c'est le numéro 1 dans le monde. Celle-là vaut 28 $, là, mais en France c'est 11 € la bouteille. C'est le rhum de tous les jours, c'est le rhum de table. Les créoles, la table, ils boivent forcément du vin tout le temps. Par contre, tu as du rhum qui est sur la table pendant que tu manges, mais c'est le rhum Saint James bien souvent. Fait qu'on va utiliser ça, on va faire une pina colada tantôt avec du lait de coco, du sirop d'érable, du jus d'ananas, c'est absolument délicieux. Ça va être une petite technique à faire, le shaker correctement pour être sûr que la dilution soit bonne, on verra ça tantôt. Puis moi à date c'est mon préféré, comme ça les cocktails trop piquants. On va utiliser aussi aujourd'hui du scotch. Les gens vont vous dire mais mon dieu tu mets du scotch puis du 12 ans d'âge dans tes cocktails, t'es fou, pourquoi tu fais ça? Ben ça se fait bien en fait, surtout si tu es capable d'avoir un scotch qui est à bon prix. Fait que nous on est l'entrée de gamme des single malt à la SAQ. C'est quoi un single malt là? Ça va répondre, vous en avez quelques-uns, il y a quelques whisky ici là. Ça par exemple, c'est pas un single malt, c'est ce qu'on appelle un blend. C'est en Écosse les deux là. Le scotch c'est un whisky, on dit scotch c'est l'abréviation mais c'est du scotch whisky. Le scotch étant une appellation d'origine contrôlée qui doit être du whisky fabriqué en Écosse. La petite phrase pour se rappeler c'est tous les whiskies ne sont pas des scotch, mais tous les scotch sont des whisky. Le bourbon est un whisky, le Jack Daniel's c'est un whisky, le whisky canadien, le Canadian Club c'est un whisky. Le scotch lui c'est une appellation dans le monde des whiskies. Et après ça si tu es en Écosse et que tu produis ton whisky dans une seule distillerie à partir d'une seule type de céréales, tu as le droit de t'appeler single malt. Parce que c'est une seule place, single, avec une seule sorte de céréales qui est maltée justement. Je vais revenir là-dessus tantôt. Si tu utilises deux sortes de céréales, une qui a été maltée et une qui a été non maltée, provenant de minimum 2 distilleries, tu achètes des barriques dans 2 distilleries, tu les mélanges ensemble, tu as le droit de t'appeler blend. Le whisky écossais est né avec le blend. Les single malt sont à la mode, c'est plus facile à produire, mais c'est très récent. Le monde du whisky écossais est né avec le blend. Ça, c'est un single malt. Ça veut dire c'est une seule sorte de céréale, c'est de l'orge qui a été maltée. C'est quoi le maltage? C'est vraiment là qu'on comprend pourquoi le whisky écossais se différencie des autres. C'est vraiment ce procédé-là. C'est la céréale qui a été maltée. C'est-à-dire la céréale, l'orge, elle est récoltée. C'est pas de l'orge qui est écossaise. Il y a très peu de whisky qui utilisent de l'orge écossaise. La production mondiale de scotch serait pas capable de soutenir pour la quantité d'orge qui pourrait pousser en Écosse. C'est importé du Danemark, de Finlande, d'Allemagne, etc. La céréale, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit bourrée de sucre, parce que le sucre va se transformer en alcool avec les levures, avec la fermentation. L'orge, il n'y a pas de sucre dedans. Dans la céréale, il n'y a pas de sucre, il y a de l'amidon. Il y a beaucoup d'amidon, par exemple, dans du maïs. C'est facile de faire de l'alcool avec du maïs. Les vodkas québécoises, le whisky américain, bourbon, etc. sont beaucoup faits à partir de maïs. Parce qu'il y a beaucoup d'amidon. L'orge, lui, a un taux d'amidon un peu plus faible. Et pour l'aider, vu qu'il ait beaucoup plus d'amidon, ben on malte la céréale. C'est-à-dire elle est trempée dans l'eau, juste humidifiée, on la ressort, elle va être mise sur le sol, puis elle va être brassée avec des grands râteaux. Elle va être remuée dans tous les sens. Puis ce que ça va donner, c'est que ça va la faire germer. Au moment où l'orge commence à germer, puis juste au moment où elle commence à naître, il faut la tuer à ce moment-là. C'est le moment où elle a le plus d'amidon, et donc elle aura le plus de sucre, et donc le plus d'alcool par rapport. Tuer des plantes pour faire du whisky. Un bien pour un mal. C'est là-dessus que le whisky écossais se différencie. La céréale est maltée, puis vous avez peut-être goûté à des whiskies qui sont fumés. Des scotch qui sont fumés. Bon, celui-là aussi. Ça, c'est une région d'Écosse qui s'appelle Islay. C'est une petite île. Mais eux, après le maltage, il faut la sécher la céréale pour qu'elle arrête de germer et qu'elle conserve son gros taux d'amidon. Pour la sécher, eux, ils vont utiliser de la fumée. De la fumée de tourbe, c'est du sol en décomposition qui est très humide. Ça va sécher la céréale et donc la matière première prend un goût de fumée. Ça, c'est des whiskies qui sont très fumés. C'est typique de leur région. Dans cette région-là d'Écosse, c'est plus sur une île. Là, on est dans le nord de l'Écosse, dans le Speyside, c'est écrit dessus, juste là. C'est la région où il y a des distilleries les unes à côté des autres. Imaginez le boulevard là, tu as une distillerie, tu en as une autre, c'est une rivière qui passe au milieu. Toutes les grandes maisons là, Glenfiddich, Aberlour, c'est Highland, mais c'est très proche là. Glenlivet qui vont être à côté également. Viennent toutes du même endroit, c'est le Speyside, c'est le nord de l'Écosse là. Lui, Glen Moray, il n'utilise pas de fumée pour sécher sa céréale, c'est juste séché dans un four. Et la céréale est maltée quand même. Mais c'est un profil de goût qui est
pas fumer, qui va pas être salant, pas sur une île au bord de l'eau avec les vents de mer, etc. Qu'un profil de goût est dans les terres, c'est un terroir, vraiment le scotch, là il y a des régions, qui va être sur le sucre, sur le petit côté floral, un côté herbal, un côté un peu foin mouillé. J'ai grandi sur une ferme, l'odeur du foin mouillé, ça me parle vraiment, mais goûtez-y, trouvez vos propres mots à vous là-dessus, mais c'est un profil de scotch qui va plaire à tout le monde, qui n'est pas juste fumé ou juste sucré. Il y a un profil de goût qui est soft, puis son vieillissement pour avoir une couleur là, quand le whisky est distillé, il est blanc, transparent, puis il n'a pas le droit d'être vendu en Écosse, là, qu'il fasse minimum 3 ans dans des barriques de whisky ou des barriques d'autres choses, mais qui ont déjà été utilisées. Et ça, par exemple, ça fait minimum 12 ans, c'est 12 ans et plus, dans des barriques dans lesquelles il y a eu du Jack Daniels. Jack Daniels, légalement, ils ont le droit d'utiliser une fois la barrique. Une fois qu'ils l'ont utilisée, ils sont pognés avec, il faut la revendre à quelqu'un d'autre qui va la réutiliser. Mais légalement, en Écosse, c'est l'inverse, il faut que ce soit des vieilles barriques qui aient déjà eu autre chose avant dedans. Fait qu'un amateur de Jack Daniels, de Maker's Mark, de scotch, de toutes les sortes de whisky, même de Jameson, il va trouver son compte avec ça parce que c'est un whisky qui est un peu passe-partout. Il va plaire à tout le monde. Puis comme je vous l'ai dit, c'est l'entrée de gamme des single malt à la SAQ, fait que le mettre dans un cocktail, ça coûte pas plus cher que d'acheter un whisky de plus mauvaise qualité, parce que pour les restaurateurs, c'est 41 $ la bouteille. Whisky 12 ans d'âge, single malt 12 ans d'âge écossais à 41 $. C'est un bâtard. Merci mesdames. Merci mesdames. Merci, à la prochaine. C'était très bon. Oui. La coteuse. Merci. Monte poignée, soit avec les hommes, soit avec les mamies, une poussette avec un bébé. Ah oui. Ça marche. Donc c'est un produit qui est très versatile, qui va être bon digestif en fin de repas, les gens vont apprécier. Puis le cocktail que vous allez avoir dessus s'appelle un julep. Un julep, c'est un cocktail qui traditionnellement était fait dans des tasses en métal comme ça. Parce que c'est très froid, tellement froid que si c'est dans une tasse en métal, puis que tu n'as pas mis un petit linge ou une petite napkin, ça brûle les doigts un peu. C'est un cocktail très froid, avec de la menthe, avec traditionnellement du bourbon, là, Maker's Mark, Jim Beam, etc. De la menthe, du sirop simple, du whisky, c'est tout. Mais tu fais fondre la glace à la cuillère, la petite glace concassée, ça devient très froid. Aujourd'hui, nous, on va faire un Scotch julep. Okay. C'est pas avec un whisky de maïs, ça va être un whisky d'orge maltais, un whisky écossais, mais ça va être le même principe. On va mettre de l'amande dans le fond du verre, un petit peu de sirop, du scotch, faire fondre la glace, puis monter ça en rajoutant de la glace, en rajoutant de la glace, puis après ça par-dessus, des petites bêtes de belle menthe en déco très frais, c'est un peu comme une slush à la menthe et au whisky. Si vous voulez. Ça que c'est. Le mint julep a une belle histoire, je vous en parlerai tantôt, mais ce sera pour après. On va utiliser ça aussi aujourd'hui. Ça, c'est nos deux spiritueux. Quand c'est spiritueux, ça veut dire que ça a été distillé. C'est-à-dire c'est une matière qui ne vieillit pas dans la bouteille. Pour faire de l'alcool, la première chose, c'est d'avoir une matière fermentée. Changer le sucre, ce que je vous ai dit tantôt, changer le sucre en alcool. C'est comme ça qu'on fait du vin, comme ça qu'on fait de la bière, comme ça qu'on fait du cidre. Si cette matière-là qui a été fermentée, on la fait chauffer, puis on condense toutes ces vapeurs. Imaginez 100 litres de vin ou 100 litres de bière qui ont été condensés en vapeur, puis sortis distillés. Il va y avoir 10 litres, 10% de la matière qui va arriver. Ça, à la base, c'était 100 litres, 100 bouteilles de bière d'orge maltais qui ont été chauffées, condensées pour donner une bouteille de spiritueux à la fin. Ça, c'est différent. C'est pas un spiritueux, c'est pas quelque chose qui a été distillé. C'est ce qu'on appelle un vin fortifié ou un vin muté. Vous connaissez le Saint-Raphaël? On l'a vu, là. Moi, ma job, c'était un peu de donner un grand coup de botte dans le Saint-Raphaël en le rajeunissant, puis en l'apportant à un niveau un peu plus fancy qu'il était avant. Vous avez peut-être déjà utilisé des choses comme Martini, vous avez un bon vermouth, la Questa qui est très bon aussi. Ça c'est pareil, c'est un vin fortifié ou un vin muté. Martini aussi, c'est ça, c'est la même chose. Du Bonnet aussi. Ça c'est la même famille. C'est pas des spiritueux, on appelle des apéritifs, des fois des digestifs, mais c'est un vin qui est en train de fermenter. Et donc c'est du raisin, du jus de raisin dans lequel on a mis des levures. Les levures sont en train de manger le sucre, puis de recracher de l'alcool, puis du CO2. C'est en train de fermenter. Puis au moment où c'est en train de fermenter, on va ajouter de l'alcool neutre. Bien souvent, c'est de l'alcool neutre de raisin. Si vous voulez, du brandy de raisin, mais non vieilli, qui est transparent.
comme une vodka de raisin. Mais on va l'ajouter pendant la fermentation du raisin. Ça va couper sa fermentation. Ça va monter le niveau d'alcool. On n'est pas à un niveau d'alcool de vin. Le Saint-Raphaël, ils sont à 16%. Lui, il est à 15%. Lui, il est à 14,8%. Cet alcool neutre va faire monter le pourcentage d'alcool, puis il va conserver le sucre des fruits. Ça, c'est un vin fortifié. Le Porto, le Sherry, c'est la même chose. Le vermouth, puis les apéritifs, eux, en plus d'avoir fortifié leur vin, puis d'avoir arrêté la fermentation, ont fait une macération d'épices dedans. Pour s'appeler vermouth, tu es obligé d'utiliser la racine de vermouth en allemand, qui veut dire wormwood en anglais, puis la racine d'absinthe. On connaît l'absinthe. L'absinthe, c'est une fleur. C'est la fleur qui est utilisée pour faire l'alcool absinthe. Mais sa racine, légalement, doit être utilisée pour avoir l'appellation vermouth. Ça, c'est un vermouth aussi. L'un du raisin blanc, l'autre du raisin rouge. Les taux de sucre sont différents. Si tu t'appelles vermouth sweet, gris ou rojo, tu dois obligatoirement avoir un taux de sucre qui est entre 10 et 20%. Un dry vermouth, lui, c'est plus entre 5 et 10%. Ça, c'est le vermouth. Aujourd'hui, nous, on ne parle pas de vermouth. On a un remplaçant de vermouth qui n'est pas obligé de rentrer dans l'appellation des vermouths, qui est juste un apéritif, mais dans lequel c'est du raisin blanc et du raisin rouge, mais dans lesquels on a fait macérer des épices. Dans le Saint-Raphaël rouge, ça c'est fait en France, celui-là est fait en Italie, celui-là en Espagne. Oui. Ça c'est fait en France, ça aussi c'est fait en France. Là-dedans, il va y avoir de la vanille, des fèves de cacao, des aises d'agrumes qui ont été macérées, de l'anis étoilé, de la cannelle, qui ont été macérées après la fortification puis l'ajout d'alcool neutre. Fait que c'est un profil de goût. Lui, il va plus goûter le vin rouge, mais tu sens qu'il y a des épices, il a une profondeur de... C'est ça un apéritif. Le doré, lui, il va avoir plutôt des notes qui vont être sur le pamplemousse, sur les fines herbes. Il va plutôt être frais. Les deux cocktails qu'on va faire avec, en fait, il y en a deux avec le doré, puis un avec le rouge. Vous allez voir, c'est un peu surprenant au début de voir les ingrédients. Ça ne fait pas du sens forcément sur le papier. Vos clients vont peut-être être surpris parce que Saint-Raphaël, avec du jus d'ananas. Mais vraiment, essaye, là, tu vas voir, c'est vraiment, ça marche bien. Le but est de le rajeunir un peu. Le but aussi, c'est que ça coûte pas cher, les Saint-Raphaël. C'est une dizaine de dollars les bouteilles. En magasin, et ça coûte 12-13 dollars. Fait que les gens, vous allez pouvoir leur apprendre comment utiliser ça à la maison. Comment le refaire pour copier à la maison. Leur dire, tu verras, c'est tellement simple comme recette. Tu vas être capable de le faire. On va faire un court bleu à l'érable avec celui-là. Un court bleu, normalement, ça se fait avec du sherry, du vin de Xérès espagnol. C'est